Donc aujourd'hui, je vous jase de l'importance en fait des pairs au niveau de la stimulation du langage. Puis c'est une réflexion qui m'est venue récemment quand j'ai participé au congrès de l'ACFAS, notamment dans une rencontre, je vais dire une conférence qui était animée par Marie-Pierre Gingras, qui est une orthophoniste, qui fait maintenant beaucoup de recherches, mais qui est aussi une clinicienne à l'origine. Bref, elle a parlé d'un concept en fait, qui est le fait de l'interaction avec les pairs pour soutenir le langage, puis c'est quoi notre rôle d'adulte dans cette interaction-là, dans ce soutien-là du langage par les pairs, en fait. Et donc, je trouvais ça vraiment super intéressant. Elle, entre autres, c'est une présentation qui était très, très courte, mais elle a entre autres parlé des travaux de Marilyn Dionne, qui a fait une thèse sur le sujet. Et donc, je suis allée fouiller la littérature scientifique, je suis allée lire la thèse de Marilyn Dionne en grande partie, parce que c'est un très, très long document. Mais bref, je suis allée chercher l'information, je suis allée m'informer. C'est un sujet, je pense, qui est très intéressant et dont on parle pas assez souvent. Donc, je vous en parle aujourd'hui. Donc, je n'irai pas dans les gros, gros détails, mais mon objectif, c'est d'un peu de montrer à quel point l'interaction entre les jeunes, hein, puis là, je vais parler autant du préscolaire, mais peut-être aussi primaire, secondaire, etc. Donc, c'est des concepts qui vont s'appliquer, je pense, tout au long de la vie des personnes qui vivent surtout avec des difficultés langagières. Donc, dans leur cas, ils parlaient beaucoup plus du préscolaire, mais j'ai envie d'étendre le concept plus large que ça, puis amener des pistes de réflexion par rapport à ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est que le langage va beaucoup se développer dans les interactions. Fait qu'on dit souvent, on parle souvent de comment est-ce qu'on stimule le langage dans des contextes naturels et authentiques. C'est quelque chose dont je parle beaucoup parce qu'on a beau travailler certains aspects du langage ou certaines habiletés langagières de façon très pointue, par exemple les structures de phrases, les sons dans les mots, etc., mais reste que l'objectif au final, c'est que la personne puisse utiliser ces habiletés langagières-là pour communiquer dans sa vie de tous les jours. Donc, pour être fonctionnel au niveau de ses interactions, de sa communication, le langage sert à communiquer. Donc, c'est un peu le concept de dire, OK, on va beaucoup soutenir le langage justement dans le quotidien, mais parfois, on va le faire beaucoup avec un adulte qui est très impliqué dans la conversation, dans l'échange, dans l'interaction, qui mène un peu l'échange, qui dirige, etc. Mais qu'en est-il quand l'enfant ou le jeune se retrouve avec des pairs? Comment ça fonctionne? Comment ça se passe? Est-ce qu'il est capable d'utiliser en fait toutes les habiletés ou tout ce qu'on pratique? Comment il s'en sort dans ces cas-là? Donc, mon point ici, c'est pas de dire que les adultes sont pas importants dans la stimulation du langage, sinon j'irai à l'encontre de tout ce que je vous dis depuis probablement les 100 derniers épisodes. Mais l'idée, c'est que oui, les modèles engagés, c'est super important. On va toujours dire redonner le bon modèle verbal, reformuler, s'adapter au niveau du langage pour que l'enfant puisse comprendre, puisse reprendre les modèles verbaux, soutenir, accompagner, guider, reformuler, poser des questions, etc. Toutes les belles stratégies qu'on voit sont pertinentes, sont importantes. On voit aussi beaucoup dans la stimulation du langage pour les personnes qui sont peut-être plus habituées à le faire, tout ce qui est l'enseignement explicite, donc d'expliquer clairement dans la situation pourquoi on dit les choses de telle façon ou demander par exemple aux jeunes, je vais dire de reprendre ce qu'il vient de dire sans lui demander de répéter comme tel, mais poser une question ouverte qui l'amène à reformuler peut-être sa pensée après avoir reçu un modèle verbal. Bref, il y a tout ça qu'on peut faire, mais comme adulte, c'est quelque chose qu'on a l'habileté de faire, on comprend pourquoi on le fait, on commence à utiliser ces stratégies-là de plus en plus souvent pour aller soutenir, stimuler. Mais c'est pas quelque chose qui va être fait nécessairement en tout temps pour l'enfant et encore moins avec des pairs. Les pairs n'ont pas cette, je vais dire, capacité ou cette volonté ou cette motivation-là. Ils n'ont pas cette intention-là, en tout cas, certainement pas dans leur tête de dire « Ah, OK, regarde, je sais pas moi, je vais reprendre le modèle verbal en prononçant bien le son dans les mots ou je vais reformuler sa phrase. » Ils vont parfois le faire, ce genre de choses-là, mais pas dans une optique de soutenir le langage de leurs amis, mais vraiment plus dans une optique d'échange de communication ou quand il y a des bris de communication, ils vont peut-être poser une question ouverte, ils vont peut-être juste reformuler pour être sûr qu'ils ont bien compris ce que l'autre enfant a dit parce que dans le jeu, c'est important et pertinent, mais ils n'auront pas le même niveau de support, de soutien qu'un adulte peut avoir dans les échanges, dans les interactions. Puis aussi des habiletés, en fait, qui doivent être développées dans une interaction, tout ce qui est des habiletés plus en lien avec la pragmatique, la régie de l'échange, c'est quelque chose qui doit se faire dans les interactions. Fait que oui, encore une fois, on peut le faire avec un adulte, mais l'adulte va être beaucoup plus attentif aux bris de communication, va être beaucoup plus réceptif
À la personne qui tente de communiquer puis qui a peut-être des difficultés, il va souvent être beaucoup plus patient puis attendre que la personne formule son idée ou refasse sa phrase ou réexplique quelque chose parce que c'était pas clair, etc. Va souvent aller aider, par exemple, quand il y a une recherche lexicale, la personne ou attendre que la personne trouve son mot, donne des pistes, etc. Donc, c'est pas nécessairement quelque chose qui est fait avec les pairs. Et donc, la personne qui vit des difficultés au niveau de son langage, de sa communication, peut se retrouver dans des situations où elle est un peu mal prise, puis elle sait pas trop quoi faire, comment gérer. Puis en fait, ce qu'on sait, c'est que aussi au niveau des recherches, des études par rapport à ça, les enfants qui vivent avec des difficultés langagières, notamment des personnes en fait qui vivent avec un TDL, pas juste des enfants, les personnes qui vivent avec un TDL, ben souvent justement les interactions avec les autres personnes, c'est quelque chose qui est plus complexe, plus difficile. À cause des difficultés langagières, à cause aussi des difficultés au niveau de tout ce qui est, justement, ça fait partie du langage, mais quand même la pragmatique, les interactions sociales, tout ça, c'est plus complexe, c'est plus difficile. Ça se passe pas toujours comme ils veulent, donc souvent, ils vont moins être portés à faire des initiatives au niveau des interactions, de la communication, parce que c'est pas quelque chose qui est super facile, fluide pour eux. Ça crée des fois des situations où ils vivent des difficultés, etc. Donc, moins d'initiatives au niveau de la communication. Puis souvent, quand on parle, mettons, des enfants, des jeunes enfants, souvent les initiatives vont être beaucoup plus dirigées justement vers l'adulte parce que l'adulte est beaucoup plus soutenant que leur père au niveau de l'interaction de la communication. Donc, c'est plus facile de s'adresser à un adulte. C'est plus sécuritaire, en fait, de le faire aussi. Donc, fait moins d'intention de communication, moins aller au-devant pour chercher l'échange, l'interaction. Donc, moins d'initiatives, moins d'interaction dans ce cas-là, hein, souvent. Fait que des fois, on parle que ces jeunes-là, on a souvent parlé de ça dans le passé. Ben des fois, ils vont vivre de l'isolement, des fois, ils vont vivre du rejet, des fois, ils vont pas être intégrés dans les jeux, tout ça à cause des difficultés. Puis ça fait en sorte qu'il y a encore moins de possibilités d'interaction, puis encore moins de moments de pratique, d'échange avec leur père parce qu'ils sont parfois retirés ou ils vivent des bris de communication ou les bris de communication ne sont pas bien gérés. Fait que c'est comme on abandonne une certaine partie de la communication. Fait que pour certains enfants, ça va être du retrait d'isolement. Pour d'autres, ça va être juste « Ah, ben c'est pas grave, on n'a pas compris cette chose-là, mais je laisse ça de côté, puis bon, je suis mes amis finalement dans le jeu. » Donc voilà, fait que c'est comme un cercle vicieux en fait. Fait que difficulté à communiquer, donc moins d'interaction, moins de pratique, donc encore plus de difficultés à communiquer. Fait que ce que les pères aussi, tu sais, fait que ça, mais en même temps, fait que ça existe, puis en même temps, d'un autre côté, les pères, quand on va communiquer, qu'on arrive à bien communiquer avec les pères, ben il y a plein de d'avantages en fait, il y a plein de situations dans les interactions avec les pairs qui permettent d'aller soutenir différentes habiletés langagières. Donc mettons quand on pense à des situations naturelles, il y a beaucoup de négociations dans les jeux. Quand on parle peut-être des plus jeunes enfants, mais même à l'âge primaire, il y a beaucoup de négociations dans les jeux, ou même dans les, même plus vieux en fait, je pense à ça, mais dans les choix d'activités, où est-ce qu'on va, quel film on va écouter, est-ce qu'on joue, pour les plus jeunes, est-ce qu'on joue au restaurant, ou on joue au garage, est-ce qu'on va faire la glissade, on va se balancer. Fait qu'il y a plein de choses comme ça, puis à l'intérieur même des jeux, il y a des négociations. Ah, le chien est malade, ben pourquoi il est malade? Il a mangé un bas, ou je sais pas moi, quelque chose d'autre, il fait de la fièvre. Fait que dans les jeux, il y a beaucoup de situations où les enfants doivent négocier. Ce qui est une habileté qui est assez complexe au niveau du langage, mais ça permet des occasions où on peut se pratiquer à le faire. Même chose au niveau de la résolution des conflits. Donc, résoudre des conflits, c'est un enjeu, c'est un défi, ça demande de bonnes capacités expressives et de compréhension et un bon jugement de tout ce qui est au niveau de la régie d'échange, la pragmatique, le non-verbal, les intentions de communication, tout ça sont là. Ensuite de ça, tu sais, juste s'intégrer à un jeu, fait entrer dans un jeu quand les autres jouent, aller voir un groupe d'amis pour faire une activité, essayer de s'inclure dans une activité qui est prévue peut-être à faire pour la fin de semaine. Donc, tout ça, s'ajuster à l'autre personne, à son autre interlocuteur, qu'est-ce qu'il a compris, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, comment est-ce que je fais pour m'assurer qu'il comprenne bien, est-ce que je reconnais le fait qu'il n'a pas compris, tout ce qui est les réactions aussi des autres, est-ce que ça l'intéresse, est-ce que ça l'intéresse pas, donc tout décoder ça. Fait que bref, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les interactions entre pairs qui est beaucoup plus difficile de recréer dans une situation qui est peut-être moins naturelle ou qui est une situation de communication avec un adulte où l'adulte va souvent faire beaucoup de concessions puis va beaucoup accompagner, comme je le disais précédemment. Donc,
Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut accompagner, soutenir tout ça? Fait qu'en fait, une des premières choses que je dirais, c'est de créer des occasions. Puis encore une fois, je vais y aller avec toutes les tranches d'âge, créer des occasions où il y a un besoin de communiquer en groupe, entre pairs, dans les interactions. Fait que là, je dis en groupe, ça peut être en petit groupe, ça peut être juste avec un père, une personne. Euh, donc, c'est ça, on peut créer des petits groupes, on peut faire des jeux, mettons des jeux qui nécessitent de communiquer ou proposer des jeux qui nécessitent de communiquer. Fait qu'encore une fois, si je pense aux plus jeunes enfants, tout ce qui est des jeux de faire semblant, c'est des super bons jeux où on a beaucoup d'interactions de communication. Donc, si on joue à, je sais pas, mon restaurant, puis qu'il y a une personne qui fait la cuisine, l'autre personne qui est un serveur, puis là, il y a un client, etc., ben tout ce monde-là doit être en interaction de communication. Surtout si, par exemple, on fait même un jeu où on va, je sais pas, cuisiner ensemble. C'est encore plus exigeant en termes d'échange de communication, de négociation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Même chose si, par exemple, on joue au vétérinaire. Comme je disais tantôt, le chien, OK, le chien, il file pas, il est malade, il va chez le vétérinaire. Ah ben pourquoi? Fait que tu sais, il y a comme une certaine interaction, communication qui se fait naturellement entre les personnages du jeu de faire semblant. Donc ça peut être des idées. Sinon, ça peut être juste avoir de proposer des discussions, des échanges. Fait que discuter, je sais pas moi, si on fait une création qui est commune, fait que ça peut être quelque chose pour, je sais pas moi, pour les plus jeunes, je vais penser à un bricolage ou quelque chose qu'on va faire ensemble, un projet créatif, par exemple, qu'on va faire ensemble, puis qu'il faut arriver à un résultat commun pour tout le monde. Ben, veut pas, on a besoin de se parler, d'échanger de l'information, de séparer les rôles, justement, peut-être un peu de négocier au travers de tout ça, de partager des idées, peut-être, etc. Fait que, tu sais, ce genre d'activité-là, ça permet, en fait, ça l'oblige un petit peu des interactions, de la communication entre les jeunes. Sinon, on peut penser aussi à tout ce qui est des jeux, mettons, collaboratifs au lieu de faire des jeux en compétition, des jeux en collaboration où tout le monde travaille vers un but commun. Donc, tout le monde doit participer, contribuer pour arriver à quelque chose, pour arriver à un objectif qui est commun, au lieu de peut-être jouer comme en compétition. Puis ça peut être même pour deux enfants. Hein. Il y a plein de jeux maintenant qui sont collaboratifs. Fait qu'ensemble, on doit s'assurer que, je sais pas, le monstre se réveille pas, quelque chose comme ça. Fait que bref, il y a comme des jeux comme ça où on travaille vraiment en équipe, ensemble, en partenariat pour arriver à un but commun. Mais c'est sûr qu'au niveau de l'interaction, de la communication, ça demande de parler, de communiquer. Donc, ça peut être des belles occasions, etc. Fait qu'on essaie de penser. En fait, l'idée ici, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, mais de créer des occasions. Fait que notre rôle comme adulte, c'est de créer j'allais dire imposer, mais pas nécessairement imposer, mais créer des opportunités, des occasions qui vont faire en sorte que les jeunes doivent interagir, communiquer ensemble pour arriver à quelque chose, en fait. Sinon, une des stratégies aussi qui a été nommée d'ailleurs par Marie-Pierre directement dans sa présentation, puis que j'avais noté dans mes notes, c'est de rediriger la personne vers ses pairs, en fait. Donc, comme je disais tantôt, des fois, les jeunes vont avoir tendance, qui ont des difficultés, hein, surtout, vont avoir tendance à se tourner vers l'adulte parce qu'au niveau de l'interaction, de la communication, c'est plus facile. Donc, quand, par exemple, un enfant va se tourner vers l'adulte pour partager un intérêt ou pour poser une question, on peut essayer de le rediriger gentiment vers un de ses pairs pour qu'il puisse poser la question à son père. En plus, ça nous libère, nous, comme adultes. Fait que je pense aux éducatrices, aux enseignants, que si l'enfant vient vers nous, on peut le rediriger, ou même aux parents, hein, dans la fratrie. Ça peut être quelque chose de pratique. Donc, au lieu de répondre directement à la personne, on peut lui le rediriger vers un père, puis idéalement, on va soutenir cette interaction-là. Fait que Marie-Pierre avait donné un exemple que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui était une histoire de roche. Fait que, par exemple, si l'enfant vient te voir et te dit « Ah, regarde ma belle roche. Ah, regarde une roche. » ou « Viens te montrer ta roche. » Là, tu pourrais lui dire « Ah, super. » Tu pourrais dire « Ah, regarde, va montrer ta roche à Thomas. » Thomas aussi aime beaucoup ça, les roches. OK? Puis là, on pourrait dire quelque chose comme, tu peux lui dire, regarde la roche que j'ai trouvée, ou regarde ma roche est rose, ou il y a du rose dedans, quelque chose comme ça. Fait que d'aller comme le rediriger, puis lui donner comme une piste pour qu'est-ce qu'il pourrait dire à son ami, en fait, quand il va aller
interagir. Sinon, c'est peut-être pour un enfant plus vieux qui aimerait pas les roches, on pourrait dire ah ben oui, hein, oui, c'est une bonne question. Tu peux peut-être demander à Léa ce qu'elle en pense. Je sais elle qu'elle connaît beaucoup ça, les sous-marins, je sais pas, qu'elle connaît beaucoup ça, ce sujet-là, ou c'est quelque chose qui l'intéresse, ou je sais qu'elle a déjà lu ce livre-là. Fait que tu peux peut-être lui demander ce qu'elle en pense. Fait que juste des fois, aller rediriger ou ah, je sais que telle personne a fini cette partie-là, ou ah, je sais que, je sais pas moi, Louis, il est super bon avec les fractions, c'est quelque chose qui est plus facile pour lui. Tu peux peut-être lui demander quelque chose, lui poser ta question. Fait que juste rediriger, puis peut-être, c'est ça, comme soutenir le début de l'interaction de la conversation pour amener le jeune ou l'enfant à savoir un peu quoi dire dans cet échange-là. Fait qu'on redirige pour essayer de les amener à être plus en interaction avec des pairs que toujours venir vers nous. Puis comme je disais un petit peu tantôt, on peut donner une amorce, fait que tu pourrais lui dire ça, tu peux lui demander, essaie de lui montrer, fait que vraiment comme amorcer. Donc, sinon, une des choses aussi, ça va être de soutenir directement pendant l'interaction. Fait que c'est quelque chose de créer les opportunités, mais une fois que l'opportunité est créée, ça va être aussi d'être là, d'être présent, d'être à l'écoute, d'être disponible, puis de soutenir l'échange de l'interaction. Fait que d'aider, d'accompagner le jeune à savoir quoi dire, à savoir comment réagir, à savoir quoi observer peut-être comme signe chez son interlocuteur, etc. Fait que je donne des exemples, mettons... encore une fois, mettons qu'un enfant, on voit dans le fond là qui est comme à veille d'avoir un conflit entre deux enfants parce que quelqu'un, je sais pas moi, le petit garçon il veut le camion de l'autre garçon, mais là l'autre semble pas vouloir lui donner. Puis là, on voit qu'il y a comme un genre de début de peut-être conflit ou bref, quelque chose qui est pas clair au niveau de l'échange de la communication. Fait que dans ce temps-là, comme adulte, on peut venir dans l'interaction puis aller soutenir l'interaction. Fait que on pourrait dire quelque chose comme ah ouais, Thomas, il aimerait ça, avoir ton camion, il t'a demandé ton camion, mais toi, tu vas encore jouer avec, hein? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Puis là, comme ça, on met des mots sur la situation qu'on a observée, on met des mots sur ce qui se passe, choses qui sont probablement que les enfants font pas nécessairement entre eux. Puis après ça, on lui ouvre une porte, on lui dit qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Fait qu'on l'amène à réfléchir, ah, ça serait quoi? Puis là, si jamais il sait pas quoi dire, ou il y a pas une phrase complète ou tout ça, ben là, on peut lui donner un modèle, on peut lui donner un exemple. Ah, ben regarde, tu pourrais peut-être lui dire, ah, j'ai pas fini de jouer, je vais te le prêter après. Fait que juste ça. Fait qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir la situation, on va voir c'est quoi, je vais dire un bris de communication dans ce contexte-là, parce que possiblement que le jeune n'avait pas les habiletés, les capacités langagières pour dire ce qui se passait dans sa tête. C'est peut-être pas non, je vais pas te donner, c'est ah, en ce moment, je suis pas rendu là, j'ai encore le goût de jouer, je vais te le prêter après. Fait que des fois, aller soutenir directement dans l'échange. Fait que être attentive à ce qui se passe dans les interactions. Fait que oui, créer des opportunités, mais aussi être là, disponible. Ou tu sais, c'est ça, faire réfléchir. Même avant l'interaction ou pendant l'interaction, qu'est-ce que tu voudrais lui dire? OK? Ou c'est quoi la question que tu aimerais ça lui poser? Qu'est-ce que tu veux lui demander? Comment est-ce que tu pourrais répondre quand il dit ça? Fait que d'aller comme questionner. Puis ça, on peut le faire avec les enfants petits, mais les enfants même plus vieux. Qu'est-ce que tu pourrais lui demander? Sinon, tu sais, on peut aussi leur faire remarquer des choses, des fois au niveau de tout ce qui est la pragmatique, hein, comme je dis, la régie de l'échange, les intentions de communication, saisir le fait peut-être qu'une personne est moins disponible, moins intéressée par un sujet, tout ça. Des fois, c'est des choses qui sont plus difficiles aussi quand on a des difficultés au niveau du langage ou de la communication de façon plus globale. C'est quelque chose qu'on peut faire remarquer discrètement, même peut-être aux jeunes, ou même devant les jeunes, de dire « Ah, OK, ben regarde, là, tu essaies de parler à Clara. Moi, je vois que Clara regarde souvent son livre, puis elle te répond avec des petites phrases vraiment courtes. Peut-être qu'elle n'a pas vraiment envie de parler de ça. Ou peut-être qu'elle n'a pas envie de parler en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ou est-ce que tu as vu ça? Fait que, tu sais, de l'amener à voir certains signes-là, puis éventuellement, de l'amener à, si c'est pas clair ou s'il est pas certain, puis là, tu peux dire si tu penses que la personne elle a plus ou moins envie de parler ou elle a pas l'air à trop t'écouter ou tout ça, tu peux lui demander est-ce que tu aimerais mieux rester tout seul? Est-ce que tu aimerais mieux parler d'autres choses? Fait que tu sais, d'amener la personne à observer ces signes-là, puis après ça, de proposer une solution, de proposer quelque chose qu'elle pourrait dire, comment elle pourrait interagir pour qu'après ça se fasse tout seul. Puis tu sais, souvent, ce que je vais dire aussi, c'est amener, quand les enfants sont de plus en plus vieux, amener cet échange-là même entre eux. Quand on est là, puis on se supporte, tu sais, on pourrait dire à Clara, genre, tu sais,
Tu sais, des fois, je sais pas, tu sais, si ça t'intéresse pas, ça se peut que tu aies besoin de lui dire clairement, il va comprendre, puis il va arrêter de te poser des questions, de te parler. Mais dis-lui directement parce que sinon, ça se peut qu'il le voit pas, les signes. Okay? Quelque chose comme ça. Fait que juste rendre conscient aussi peut-être des défis de part et d'autre, en fait, là, des défis d'observer, de savoir quoi dire, puis d'amener un petit peu le père dans ce contexte-là, si c'est un père qui est peut-être soutenant, patient, à la limite un ami de cette personne-là, de lui dire, OK, ben dans ce contexte-là, les signes non verbaux que tu utilises avec les autres personnes, peut-être ça fonctionnera pas, tu peux lui dire directement, ça va être plus facile au niveau de l'interaction pour tout le monde. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi au niveau des pairs, des interactions, des deux côtés de l'échange. Fait amener les jeunes à voir peut-être ces défis-là, ces difficultés-là, c'est ça, soutenir aussi des deux côtés. Comment est-ce que tu pourrais le dire gentiment sans lui faire de peine? Parce que clairement, il y a quelque chose que lui n'a pas capté, que toi, tu voulais communiquer peut-être avec ton non-verbal. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Sinon, une des choses, ben justement, c'est comme de soutenir, d'être présent, d'être disponible, mais aussi éventuellement de se retirer. Fait que d'être là, d'être attentif, puis de donner ces cues-là. Encore une fois, hein, quand on parle de langage, de difficulté langagière, tout ça, c'est beaucoup de pratiques d'exposition. On en parle souvent de ça. Donc, le faire avec eux, leur montrer, leur expliquer, rendre le tout explicite, donner des trucs, des stratégies, des façons, des choses à observer, des façons de répondre, puis éventuellement, ils vont le capter, puis ils vont être capables de le faire de plus en plus. Fait que c'est comme d'aller soutenir quelque chose, un peu comme on fait quand on donne des modèles verbaux, puis on pratique des structures de phrases, on va soutenir de façon plus structurée au départ, laisser de plus en plus d'espace aux jeunes pour essayer tout seul, reformuler, recorriger au besoin, laisser encore plus d'espace, puis comme de plus en plus, les habiletés vont être intégrées. C'est un petit peu le même principe, mais avec des pairs. Fait que d'être là pour soutenir l'échange, créer des occasions, soutenir les échanges, être là pour donner des pistes, des cues, tout ça, puis éventuellement se retirer, puis être de moins en moins présent, puis laisser les enfants de plus en plus gérer l'échange, puis intervenir peut-être moins rapidement, laisser plus d'espace, observer, etc. Fait qu'en gros, quand on pense à faire de la stimulation au niveau du langage, on va souvent penser aux adultes, mais on garde en tête que le langage, ça sert à communiquer avec les autres. Fait que quand on soutient le langage des jeunes, que ça soit présco, primaire, secondaire, etc., c'est pas qu'est-ce que je peux faire pour soutenir son langage, pour l'aider à s'améliorer, améliorer ses habiletés aussi, mais comment est-ce qu'on peut l'accompagner pour qu'il vive des interactions qui sont significatives pour lui, qui sont pertinentes, qui sont concrètes dans son quotidien. Comment est-ce qu'on peut soutenir ça pour éviter justement ce manque de pratique-là, puis ce retrait social-là qui entraîne en fait cette boucle-là de j'ai moins de pratique, donc je suis moins habile, donc j'ai encore moins de pratique, donc j'ai moins d'interaction, etc. Donc ça, puis sinon, en fait, le point à garder en tête, c'est que oui, l'adulte va servir comme support, soutien, stimulation, mais il y a un rôle qui est quand même aussi important comme facilitateur dans les interactions sociales, puis c'est quelque chose qu'on fait pas nécessairement souvent, ou qu'on fait peut-être pas nécessairement assez, qui peut libérer l'adulte en partie éventuellement au fil du temps, si c'est quelque chose qui est là, qui est plus présent, puis qu'on peut se retirer de plus en plus dans les échanges, dans les interactions, mais surtout qui va aider la personne qui vit avec des difficultés à justement avoir des interactions qui sont positives, agréables, à se pratiquer, à avoir un réseau, à avoir des contacts, puis être de plus en plus habile parce que tout ce qui est les interactions sociales, on va se le dire, c'est quelque chose qui est au cœur de la vie, la communication, l'interaction. Donc, si on peut soutenir aussi cet aspect-là, ça va faire une grosse différence pour les personnes qu'on accompagne. Donc voilà, j'espère que c'était pertinent pour vous, que c'était intéressant, que ça vous amène à voir d'autres alternatives, d'autres possibilités. Puis c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais mettre dans les liens, entre autres les travaux de Marilyn Dionne, sa thèse, entre autres, qui est disponible. C'est une grosse thèse, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va aller lire ça au complet, mais peut-être si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller fouiller. Il y a de plus en plus justement d'articles de littérature, j'ai trouvé plein de belles choses sur ce sujet-là, donc c'est quelque chose qui est vraiment pertinent et à garder en tête. Sinon, on se retrouve dans le prochain épisode de l'orthophonie simplement.